Là, c'est la fameuse scène qui a beaucoup fait parler. Ça, même moi j'ai faim, et voilà mon ventre, il fait le même bruit que dans le manga. Très très vite. Nous on continue directement avec l'épisode de One Piece. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que il est pas mal. C'est pas non plus l'épisode du siècle, mais c'est un très bon épisode. Et j'espère qu'on va kiffer ça. J'ai vu quelques images, mais je ne l'ai pas regardé en entier, donc je voulais regarder ça avec vous. Donc là, je vais juste passer le petit début, là, le truc qui va me faire bannir si je fais les choses n'importe comment. Ouais, j'ai carrément téléchargé parce que j'avais peur qu'il y ait des pubs bizarres et tout, tu vois. Enfin, une nouvelle île, Egghead, l'île futuriste. Donc, hâte de voir. Luffy, Yonko Pie, c'est toujours pas nager. Dis-toi, il arrive même pas à se dire qu'il devrait faire attention quand il est au-dessus de l'eau, tu vois. On dirait pas qu'elle rapetit elle. Toujours autant balèze. La fille là à droite, elle fait la taille de Kaido. Elle faisait la taille de Kaido. Ah là là, j'ai hâte, t'as raison, j'ai hâte de voir la ruche, comment ça va être fait, parce que ça va être magnifique avec Garp et tout là. D'ailleurs, c'est vrai, comment ça se fait que Drake, ils ont perdu le contact avec Drake. Là, c'est la fameuse scène qui a beaucoup fait parler. Ça, même moi j'ai faim, et voilà mon ventre, il fait le même bruit que dans le manga. Ok. Belle entrée en matière. Juste, je vais couper vite fait. Donc, let's go. On va débriefer un petit peu l'épisode. Franchement, très bon épisode. Donc, nouveau style graphique, j'aime beaucoup. Nouvel opening. Il est magnifique, l'opening. On l'a regardé déjà la dernière fois. Et le fait. En vrai, il y a un mec qui m'a dit ça. Je sais plus, ça se trouve, c'est toi, Théo. Je m'en rappelle plus. Mais on m'a dit, c'est un opening qu'on aurait pu mettre pour la fin du manga. Parce qu'on voit Luffy avec toutes ses tenues, on voit même les autres personnages avec toutes les tenues et tout qui sont passés par là. Du coup, ça fait vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, il y avait un autre truc, c'est que Egghead vu du ciel, on dirait... je sais plus qui m'a dit ça. Pour moi, j'aurais dit un soleil et tout, parce qu'il y a un rond avec un truc et tout. Et moi, on m'a dit, on dirait un œuf au plat. Et du coup, c'est vraiment bien de dire ça, parce qu'en vrai, le fait que ce soit un œuf au plat et que l'œuf, il est ouvert du ciel, c'est raccord de ouf avec, l'esprit de l'île, tu vois. Donc, vraiment parfait. Ensuite, pour rentrer un petit peu dans le vif du CG, on a donc début d'arc, comme on a l'habitude. Début d'arc, ça commence toujours doucement. Ça va être plus de l'exploration, de la découverte. On va commencer à parler de nouveaux trucs et tout, de nouveaux personnages et tout. Et de toute façon, on l'a vu dans les scans. On va avoir des petites scènes sympas avec des interrogations. Et avec la venue d'un traître mécanique que Oda adore faire depuis Wano Kuni, il nous met des traîtres dans tous les arcs. Bon, après, il n'y a que Egghead comme arc, mais il aime trop mettre des traîtres. Des deux côtés en plus. Il met toujours un trait du côté des méchants et un trait du côté des bonnes personnes, on va dire. Et comme ça fait vraiment un parallèle entre qui va trahir qui. Et en vrai, c'est cool. Ça fait un peu d'intrigue, un peu de supposition. On se demande toujours c'est qui, c'est qui, c'est qui. Et au final, on s'y attend pas forcément. Et du coup,
Donc début d'arc, sauvetage de Luffy, Bonnie, tout ça. Bon, il n'y a rien à dire, en vrai c'était cool, hein, juste le style graphique et tout qui change. On continue l'histoire, c'est sympathique. Après, il y a quand même l'arrivée du Vega Force One, je crois que c'est le deuxième épisode où il vient, c'est pas la première fois. Ou peut-être, hein, je sais plus. Non, je crois que c'est le premier épisode, pardon. Et du coup, présentation, je trouve qu'il est plus Bresson, tu vois. Il est plus Bresson que dans le manga, tu vois. Dans le manga, il a l'air plus joué pour enfants, tu vois. Et là, avec les yeux, le côté un peu vénère, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, Lucci et le traite comme il a trahi l'alliance entre lui et Luffy. Ouais, j'avoue. Après, il en a mis beaucoup, c'est vrai. Parce qu'on a déjà les premiers traîtres. Je spoil pour ceux qui n'ont pas vu, faut pas écouter là. Les premiers traîtres, on a donc York et Stussy, tu vois, dans chaque camp. Et après, c'est vrai qu'on a Lucci, double traître. Traître des Vegapunk et de. Enfin, plutôt traître du gouvernement. Il s'allie avec Luffy pour sauver sa vie parce qu'il est contre les Séfarafins. Et après, il trahit Luffy pour rejoindre le gouvernement mondial. Donc, double traite, agent double, agent triple, je sais pas, mais j'avoue, Lucci, il me tue. Ensuite, entrée en matière de Vegapunk, franchement lourd, bien faite, vraiment bien faite. Je trouve qu'elle est bien faite. Et ce côté un peu. Tu sais comment elle parle et tout, tu vois, en mode elle te prend de haut et tout. Il est hyper bien retranscrit dans les images et tout. Donc, franchement, un beau taf, hein, franchement, beau taf. Et après, la fameuse scène de Bonnie, maintenant qu'on sait qu'elle a 12 ans, cette scène, elle a fait beaucoup parler. Elle a beaucoup fait parler, donc on va pas plus commenter, mais il y avait la fameuse scène et franchement, c'était cool, surtout qu'il y avait Luffy en mode, euh, en mode, euh, en mode Gear 5, mais sans Gear 5. Est-ce que ça, c'est des petits foreshadowing, des petites demandes d'Oda qui fait pour montrer que peut-être que Luffy, même sans sa transformation en Gear 5, peut contrôler son fruit de l'imagination? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça bien fait. Je trouve ça bien fait, surtout si c'est avéré par la suite qu'on le voit utiliser, je sais pas, qu'il puisse. Après, je sais pas quand même. Parce que par exemple, même s'il veut toucher le sol et transformer le sol, il faut qu'il utilise son éveil, donc il faut qu'il se transforme. Donc je sais pas s'il peut, si son fruit en temps normal n'est que caoutchouc et qu'il y a que quand son éveil qui peut utiliser son côté imagination, ou s'il peut utiliser le côté imagination de son fruit, même pas éveillé. Ça, c'est une question que j'aurais bien aimé avoir la réponse, mais pour l'instant, je tendrais plutôt à penser que il peut pas l'utiliser parce qu'il a besoin de son éveil pour influer sur son environnement, comme on l'avait pour les paramécias par exemple. Pourquoi le Gorosei fait pas comme avec le royaume de Luzia pour tuer Vegapunk et les autres? Alors pareil, ça on a une explication donnée déjà, qui a déjà été donnée, c'est que justement en fait, Vegapunk, enfin plutôt Mother Flame, créée par Vegapunk, elle a eu besoin d'énergie. Et la première fois qu'ils l'ont utilisé, c'était sur Lulusia parce qu'ils ont dit qu'il fallait qu'ils l'essayent. Ensuite, quand on a vu ça, on a vu aussi le gouvernement mondial dans les scans discuter de ça et se dire que la source d'énergie, on a besoin d'un Vegapunk parce que la source d'énergie se trouve sur Egghead. Donc on a besoin d'Egghead pour la source d'énergie. Donc peut-être que la source se trouve pas là-bas, mais il y a quelque chose là-bas ultimement nécessaire pour pouvoir utiliser Mother Flame. Donc, est-ce que Mother Flame peut être utilisé à l'infini? Je pense pas. Je pense que pour l'instant, c'est temporaire. Il leur faudrait trouver une source d'énergie illimitée. Peut-être Ener, hein. Peut-être Ener va rejoindre le gouvernement mondial parce que c'est une source d'énergie illimitée. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, le seul problème actuel de Vegapunk, d'ailleurs c'est son rêve, c'est la source d'énergie. Lui, ce qu'il rêve, c'est de donner de l'énergie au monde entier. Après, ça fait partie de son rêve. Je pense qu'il n'a pas que ça comme rêve, mais un peu comme Luffy, roi des pirates, mais qu'il a un autre rêve. Là, ce serait la même chose. Et Vegapunk, lui, ce serait de donner de l'énergie au monde entier, mais peut-être créer Internet, je sais pas, hein, peut-être qu'il créerait quelque chose où tout le monde puisse communiquer instantanément avec tout le monde. Bon, on a déjà les escargophones, mais peut-être que lui, il veut plus transmettre des images, transmettre. Enfin, vous avez capté. Ensuite, maintenant qu'on a répondu à la question de Lulusia, on va revenir un petit peu sur le côté Egghead, destruction d'Egghead. C'est vrai que dans le scan qu'on avait lu juste avant, on a vu qu'il y a deux grandes choses potentielles qui pourraient détruire Egghead. La première, c'est le Buster Call.
envoyée par Saturne, et la deuxième, c'est la bombe d'autodestruction de Kuma. Mais on a appris dans le chapitre que Saturne avait déjà utilisé et là, c'est vraiment le génie d'Oda et la maîtrise de son œuvre. Parce que personne, on a analysé les vidéos de tout le monde, Ryo Sensei, Mon Corvo, Goji, même plein d'autres, et personne nous a dit que personne s'est posé la question de pourquoi le Gorosei n'a pas utilisé sa bombe d'autodestruction alors que Kuma n'était plus sous son commandement. Surtout que ça aurait fait de gros dégâts, sachant que Kuma est revenu chez les révolutionnaires. Donc ça aurait pu blesser, potentiellement tuer des révolutionnaires. Et personne s'est posé cette question, et Oda nous a quand même donné la réponse. C'est quand même, moi, je trouve ça légendaire. C'est Oda, il est tellement loin qu'il répond à des questions qu'on sait même pas poser. Et ça me tue. Et ça, je trouve ça hyper bien écrit de sa part. Donc voilà, et du coup, maintenant, est-ce que la bombe d'autodestruction, je dirais pas caduque, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle a été mise en pause par Oda, et que c'est fait exprès pour pouvoir la réserver à un moment ultime. Et ce sera peut-être le moment où les Mugiwara, ils n'arrivent pas à s'enfuir, et que justement, ils utilisent, que Kuma se sacrifie pour qu'ils partent. Mais dans tous les cas, l'île ne sera pas détruite majoritairement par la bombe de destruction. Peut-être que la bombe va détruire le reste de l'île, mais la première destruction va être faite à cause du Buster Call, comme on l'a vu. Le Buster Call a été lancé, on sait que c'est très 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 rapide. On l'a vu à Enies Lobby, à Ohara, ça va aller très très vite. La plupart de l'île va être détruite. Peut-être les sous-sols vont être sauvegardés. Et je pense d'ailleurs que c'est dans les sous-sols qu'il y a l'énergie en question pour alimenter Mother Flame. Donc peut-être qu'ils ne s'inquiètent pas d'utiliser le Buster Call parce que Mother Flame est protégé dans les sous-sols. Donc voilà, peut-être. On verra. Donc voilà, on s'est un peu égaré parce qu'on devait parler que de l'épisode, mais ça faisait partie un petit peu intégrante de l'épisode, sachant que c'est un peu la suite de ce qui va arriver. Donc voilà, je pense que 1h30 de là, je pense qu'on a fait le tour de toutes les informations qu'on pouvait traiter. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des trucs, c'est le moment, les gars. Si j'ai des théories à partager et tout, n'hésitez pas. Et nous, on va s'arrêter pour ce live dans quelques minutes. Et on revient de toute façon, comme d'habitude, demain. Il y aura sûrement du jeu vidéo demain. Et peut-être aussi du One Piece. Il y a la fameuse vidéo de Ryo Sensei qui doit être traitée. Ça parle puissance, ça parle cohérence. Et ça, on adore. Donc, on va aller checker ça aussi. Alors, et si Kuma faisait pas la même chose que sur l'arc Shabanji en envoyant tout le monde au même endroit pour qu'il s'autodétruise avec Saturne seul? Effectivement, c'est une probabilité. Mais en fait, là, en fait, c'est juste des choix scénaristiques. Pour moi, je pense que Oda fera pas 2 fois la même chose, mais il fera un parallèle. C'est-à-dire qu'il va utiliser Kuma va se sacrifier. Enfin, il va pas se sacrifier, mais on peut le dire comme ça. Kuma, juste avant de mourir, il va faire en sorte que les Mugiwara puissent se téléporter. Enfin, puisse s'enfuir, tout simplement. Et là, il va faire la même chose, tu vois. Il va, juste avant de mourir, il va faire en sorte que les Mugiwara puissent s'enfuir. Je pense que je le vois plus comme ça. Ensuite, il y a le côté robot géant. Est-ce que le robot géant a été placé ici inutilement, qui va être détruit et qu'au final, il aura servi à rien? Je ne pense pas, surtout qu'il s'est éveillé. On l'a vu déjà une première fois endormi, on l'a vu après éveillé. Donc, je pense qu'il a un rôle à jouer. Ensuite, il y a le problème du bateau. Il peut envoyer le bateau, mais je te garantis, je suis pas sûr qu'il arrive en un seul morceau, le gars. Après, ça se peut qu'il puisse le faire arriver en un seul morceau. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout le reste. Tout ce qu'ils ont prévu d'emmener, tous les... Je sais pas, tu vois. Il y a ce côté cohérent scénaristique qui rentre en jeu. Je me dis, est-ce que c'est possible? Je pense que c'est possible qu'il puisse envoyer, mais est-ce qu'il y a une limite à ses pouvoirs? Est-ce qu'il peut tout envoyer? Est-ce que s'il décide d'envoyer une île entière, l'île, elle va partir? Est-ce qu'il n'y a pas une limite à un humain, par exemple? Humain par humain, et il ne peut pas envoyer plus que ça. Pour l'instant, on a vu qu'il pouvait envoyer que des humains. Donc, où se trouve la limite? Je ne sais pas. Mais il faut penser à tout ça pour la fin de l'œuvre. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que ce serait chiant, mais si Kuma arrive à envoyer tout le monde à l'extérieur de l'île, il peut très bien lui-même s'envoyer à l'extérieur de l'île. C'est pas une impossibilité. Donc c'est pour ça que je me dis, ce côté-là, il pourrait être traité, mais je pense qu'il va pas être exploité pour la cohérence de l'œuvre. Et je vois vraiment bien le robot géant utile. On a vu que le VK Force One était nécessaire et que c'était le robot de la libération, en gros, et qu'il était là pour un but précis, pour libérer justement
peut-être les gens, entre guillemets, c'est le but qu'il avait. Et du coup, il a été détruit par Kizaru. Donc maintenant, est-ce que ce sera pas grâce à ça qui va être utile enfin que l'autre robot va être utile, c'est pas grâce au fait que le Vega Force One soit détruit. Moi, je pense que il va pas servir à rien ce robot. Je pense qu'il y a une utilité. Donc après, pareil, est-ce que la fin de l'arc, ce sera la destruction, enfin le côté fin de Saturne, le côté Saturne KO. J'ai toujours du mal à le voir, même si c'est pas impossible. J'ai l'impression clairement que Saturne, ce sera le Kizaru Chabanji. Je le vois bien comme ça. Et que ce sera l'adversaire qu'on va pas pouvoir battre pour l'instant. Donc voilà, on a fait le tour les gars, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci encore d'avoir suivi le live. Merci à la team YouTube comme d'habitude. Merci à la team Twitch aussi et la team Twitter là, qui m'envoie de la force. Ça fait grave plaisir. Nous, on se retrouve très très bientôt. Donc demain pour des lives jeux vidéo et peut-être du One Piece. Donc la vidéo de Ryo Sensei arrive très bientôt les gars. J'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va être un live de 3 heures minimum. Va pas falloir qu'on s'égare parce que sinon ça peut traîner en longueur de ouf. Et pour la retransmission de YouTube, ça va être compliqué. On va faire peut-être une dizaine de vidéos, hein, sans mentir, hein, peut-être 10 parties à la vidéo. Mais c'est pas impossible qu'on fasse ça, ouais. Des vidéos de 20 minutes, mais il y en aura 9 ou peut-être plus, hein, on verra. Donc voilà les gars, merci encore. Comme je dis souvent, n'oubliez pas, vive One Piece, vive les jeux vidéo, on se capte très bientôt et prenez soin de vous. Allez, ciao les mecs.